Are you all right? Comme Christopher Walken dans ce sketch de 92, nous avons été des millions à avoir été figés dans notre quotidien, saisis par le doute. I don't know. Car si le fameux virus nous avait contaminés, confinés, paralysés, malmenés, il nous avait surtout foutus dans l'incertitude. De l'incertitude partout. Des visages incertains, des mots incertains, des corps incertains, des situations incertaines, un présent comme un avenir eux aussi incertain. Puis il y a eu la science. Pas tellement plus certaine, il faut l'avouer, mais partout elle aussi. De la science de laboratoire, de la science politique, de la science héroïque, de la science collective, de la science avec des bagues aux doigts et les cheveux longs. Enfin, il y a eu la démocratie. Ou pas. Si j'égrène ces termes qui ont donné son nom à cet épisode, c'est parce qu'ils sont intimement reliés et que de leur entrelacement pourrait dépendre beaucoup de nos situations actuelles et probablement futures. Aucun n'étant un phénomène récent qui sera apparu subitement en mars 2020, mais il se pourrait que la pandémie ait rendu plus visible et violent ce qui était auparavant resté à l'état chronique et latent. Une des choses que la pandémie a rendu extrêmement palpable, c'est bien cette foutue incertitude. Beaucoup de sociologues considèrent que nos sociétés sont de plus en plus complexes et que c'est cette complexité qui rend l'avenir plus incertain. Par complexité, il faut comprendre que nos sociétés sont divisées en une multitude de professions, d'institutions, d'acteurs qui évoluent dans des espaces sociaux très différents et très autonomes, mais aussi et surtout très interdépendants. Ce qui fait que lorsqu'une des parties vacille, c'est potentiellement tout le système qui se met à trembler. Et la pandémie illustre parfaitement ce point, parce qu'au-delà de la crise sanitaire, elle s'est étendue très rapidement à tout un tas de domaines. De la paralysie des systèmes d'échanges internationaux à celle des systèmes de santé, de la peur d'être contaminé à celle de perdre son emploi, de la nécessité de devoir garder ses gosses à l'impossibilité de voir ses proches, ou de la difficulté à trouver un traitement à celle de trouver un rouleau de PQ. Au final, c'est toutes les dimensions de nos existences, qu'elles soient psychiques ou professionnelles, qu'elles soient intimes ou collectives, qui se sont retrouvées ébranlé, complètement percuté par la violence de l'événement. Et du coup, à l'incertitude sanitaire est venue s'ajouter une incertitude économique, sociale, politique et même philosophique, puisque au final, c'est le monde tel qu'il allait jusqu'à maintenant qu'on en est venu à questionner. Mais à cette complexité du réel, il faut ajouter une complexification de notre perception du réel. Alors, on en a parlé un petit peu dernièrement avec l'insécurité versus le sentiment d'insécurité, mais cette l'idée de la distinction entre réalité et perception de la réalité n'est pas complètement idiote. Dans les années 50, le chercheur canadien Harold Innis avait bien mis en évidence l'influence des systèmes de communication et d'information sur l'organisation des sociétés et la façon de vivre des individus, parce qu'elle modifie la façon dont on interagit entre nous, la façon dont on se représente, et donc la façon dont on se pense. Alors, dans les 2 derniers siècles, il y a eu beaucoup de ruptures dans le domaine, que ce soit l'émergence de l'imprimerie, de la presse de masse, l'apparition de la radio ou de la télévision. Mais c'est dans le courant des années 2000 que va avoir lieu le dernier gros bouleversement en la matière. Déjà avec le développement des chaînes d'infos en continu qui nécessitent pour remplir des grilles qui s'étalent du soir au matin de produire de l'information à un rythme industriel et qui, comme la fast-food, ne brille pas forcément par sa qualité nutritionnelle. Et moi, je vais vous dire qu'il vous reste 3 minutes. D'accord. Ensuite, c'est évidemment l'irruption d'Internet et des réseaux sociaux qui, en générant chaque jour des centaines de pétaoctets de contenu et en brouillant la frontière entre les différents producteurs de l'information, va considérablement bouleverser le paysage public et médiatique. Je peux regarder avec mon costume en lin ce masque en papier japonais. Aujourd'hui, on croise dans la même journée des dizaines de discours, commentaires et autres analyses, d'une interview télé détournée au témoignage d'un soignant sur Twitter, passant par cette analyse percutante d'un anonyme posté sur Facebook. Cette multiplication des canaux d'information nous a permis de faire varier les points de vue et donc d'enrichir notre appréhension du réel. Mais dans le même temps, cette saturation d'informations a rendu chaotique et donc assez incertaine l'idée qu'on pouvait se faire de la situation. Quand le chaos du monde est trop important, on cherche à le comprendre en le simplifiant. Pendant ce temps, ce travail était effectué par le mythe ou la religion. Mais depuis à peu près 2 siècles, c'est à la science qu'on a donné ce rôle. Sauf que là, la science, elle a traversé un petit peu une crise, ou du moins ses limites ont été rendues un peu plus visibles. Eh bien, je ne sais pas. En fait, personne ne sait. On tâtonne. We don't know everything about this virus. Alors, pas complètement, parce que la science était quand même aux avant-postes dans la compréhension et la lutte contre la pandémie, mais quand même. Il y a eu ce sentiment diffus que, contrairement à ce qu'on avait pu penser pendant longtemps, et même si ça peut sembler un peu paradoxal, c'est que le progrès scientifique n'a pas forcément amené avec lui plus de certitude.
Le sociologue Ulrich Beck considère que ce phénomène correspond à ce qu'il appelle la modernité réflexive. Cette modernité réflexive repose sur un paradoxe. Si la science est de plus en plus présente et nécessaire pour comprendre et avoir prise sur le monde, elle a aussi rendu plus visibles ses limites et les risques qu'elle était susceptible d'engendrer. D'abord parce qu'en affinant ses théories, ses techniques et ses modèles, et en étudiant des phénomènes non linéaires et dynamiques comme le réchauffement climatique, un vol des tourneaux ou la crise du Covid, la science est forcée de se confronter à l'étendue de ce qu'elle ne sait ou ne maîtrise pas. En améliorant la compréhension des interactions entre l'homme et son environnement, la science nous a fait prendre conscience des risques qui étaient auparavant le fait de la volonté divine, de la bonne fortune ou tout simplement ignorés. L'ambivalence, c'est que la science peut devenir tour à tour la source de ces risques, le moyen de leur compréhension et l'outil de leur résolution. Enfin, se prenant elle-même pour objet d'étude et en étudiant son évolution et son fonctionnement, elle a montré qu'en dépit d'être notre plus solide source de connaissances, elle n'était pas une activité déconnectée de la société, motivée par la seule étude factuelle et rationnelle du réel, mais bien une activité sociale, traversée par des idéologies, des luttes de pouvoir, des intérêts politiques et économiques. Au final, si l'ensemble des connaissances a incontestablement augmenté, notre meilleure compréhension du monde et de la façon dont fonctionne la science, en nous rendant plus réflexifs, a rendu la certitude qu'on plaçait dans la connaissance scientifique plus fragile. L'Odyssée de Raoult est intéressant car il montre l'imbrication des trois dimensions précédemment évoquées. Au départ stricte controverse scientifico-sanitaire autour de la viabilité d'un traitement, la question s'est rapidement élargie à une multitude d'acteurs, d'espaces sociaux et de récits, rejoignant la lutte entre élite et dissidents, Paris et Marseille, Big Pharma contre le peuple. En se déplaçant des revues scientifiques au matinal des chaînes info en passant par des comptes Twitter et chaînes YouTube, l'écosystème médiatique a lui donné air et carburant à même de faire vivre la tragicomédie et ses protagonistes. Enfin, parce que Raoult n'est pas un apothicaire ou un tribun, mais un scientifique important et reconnu jusque-là par son milieu professionnel, et qu'il a attaqué la science au nom même de cette dernière, affirmant son surcroît de rationalité par rapport à ses pairs, alertant sur la corruption de la science par les labos pharmaceutiques, citant à l'appui épistémologues et historiens des sciences. Comme décrit précédemment, la parole scientifique a donc été mise en cause avec ses propres armes. Hélas, passé au tamis de l'infotainment favorisant la simplicité et le clash associé à l'ego et à la dissidence méthodologique de Raoult, le spectacle du making-of de la science a viré marron. Si l'hydroxychloroquine était la solution, tout le monde utilise... Alors, Raphaël Enthoven, deuxième... Fait regrettable car les réflexions suscitées par le cas Raoult, explicitement ou implicitement, étaient pourtant intéressantes et trop rarement abordées dans l'espace public. Qu'est-ce qu'un ERC? Qui sont Kuhn ou Feyerabend? Qu'est-ce que le publish or perish? Existe-t-il une race de méthodologistes drogués au big data qui mettrait la recherche en péril? Mais qu'est-ce que la méthode scientifique? Qu'est-ce qu'un consensus scientifique? Voire, soyons fous, qu'est-ce que le réel? Alors là, c'est vrai qu'on peut être amené à se dire qu'il aurait mieux fallu garder la science confinée et protégée derrière les murs des laboratoires, que ça nous aurait permis de garder un petit sentiment de certitude vis-à-vis du réel. Alors, c'est sûr que d'un côté, ouvrir la boîte noire de la fabrique scientifique, ça a amené avec lui pas mal de désillusions et même de défiance vis-à-vis de la science. Mais d'un autre côté, ouvrir le capot d'un truc, mettre les mains dans le cambouis, voir comment il fonctionne, quels sont ses mécanismes, que ce soit un protocole expérimental, une étude statistique ou l'élaboration d'un projet de loi, c'est quand même toujours assez intéressant lorsqu'on est dans une société démocratique qui repose un petit peu sur l'idée d'un citoyen éclairé. Et en fait, c'est vrai que la crise du Covid est venue interroger directement le fonctionnement de nos sociétés démocratiques. Est-ce que nos modes de gouvernance se sont révélés à cette occasion peut-être un petit peu trop verticaux, un petit peu trop concentrés? Toutes ces mesures en temps normal, on les aurait qualifiées de liberticides. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, elles sont souvent acceptées. Est-ce que tout ça va laisser des traces? Pensez-vous que le coronavirus va remodeler les démocraties européennes? Yet, since the beginning of the crisis, we have seen the emergency used in a range of countries to restrict democratic processes and civic space. Dès le confinement du 16 mars, divers articles et tribunes s'étaient émus que des mesures coercitives aient pu être prises en dehors de tout cadre démocratique. Une atteinte aux libertés fondamentales, disait-on, qu'on n'avait pas vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, compte tenu de la brutalité et de la surprise du choc, on peut concevoir que le pilotage par gros temps se soit fait de façon verticale et en cercle assez restreint. Mais il n'est pas complètement idiot aussi de penser que l'élaboration de la politique sanitaire, une fois la vague passée et la situation un petit peu apaisée, aurait pu se faire de façon plus collégiale et ouverte à des acteurs de la société civile, en plus des acteurs institutionnels, à l'échelle locale ou nationale. C'est d'ailleurs ce qu'avait proposé dès avril le Conseil scientifique, ce même conseil pourtant régulièrement taxé de truander la démocratie au nom d'un hygiénisme scientiste.
Au-delà de la pandémie, ce sont en fait la majorité des questions qui touchent à la science et à la technique qui sont souvent retirées du débat démocratique et confinées derrière les murs des ministères et des cabinets d'expertise. Au nom d'un implacable progrès technologique que seul un Amish pourrait contredire, ou d'une trop grande technicité des enjeux pour les non-initiés, la mise en débat public de ces questions semble alors de trop, inadaptée, encombrante, comme si la complexité provenant de la rencontre et de la confrontation de différentes visions du monde se superposait à la complexité du réel, ajoutant de l'aléatoire à l'incertain. Pourtant, c'est justement en situation d'incertitude que personne ne peut prétendre détenir le monopole d'une vérité absolue indiquant une bonne voie à suivre, ou même simplement qu'une telle voie existe. Au final, une question se pose. Face à la science, à la complexité du monde, au progrès technique et à l'incertitude, que faire de la démocratie ? Cette question, qui apparaît aujourd'hui de façon particulièrement brûlante, perdure en fait depuis plusieurs décennies. Il y a presque un siècle, dans les années 20, le journaliste Walter Lippmann et le philosophe John Dewey s'opposaient déjà quant à la vision adoptée vis-à-vis de la capacité de participation politique des citoyens, dans un contexte déjà jugé alors comme marqué par l'incertitude et la complexité. Lippmann défendait ce qu'il nommait le public fantôme, c'est-à-dire le désintérêt et la faible compétence de la majorité des citoyens vis-à-vis de la chose publique, justifiant alors que cette dernière soit confiée aux élites politiques et scientifiques compétentes. Si Dewey ne faisait pas de l'homme moyen un érudit en puissance et reconnaissait la difficulté d'appréhender la complexité des problèmes contemporains, il avançait toutefois que le rassemblement de citoyens en un public, regroupés autour de problèmes les concernant et engagés dans un processus de recherche collectif destiné à saisir la complexité des problèmes et à agir sur eux, pouvait permettre de dépasser à la fois les accusations d'apathie et d'incompétence. Fallait-il encore laisser aux citoyens la possibilité et les moyens de passer du statut de consommateur politique, qui ne peut que voter, liker ou détester, à celui d'acteur politique, capable d'avoir prise intellectuellement et concrètement sur son milieu de vie. Cette opposition, dans la façon de saisir les problèmes publics, se retrouve encore aujourd'hui. Ou bien d'un côté approfondir la complexité du monde et de nos sociétés, qui sont de plus en plus informées, de plus en plus réflexives, mais aussi de plus en plus critiques et divisées, en prenant à bras-le-corps la complexité démocratique, ou bien la contenir, afin de maintenir la stabilité de la décision institutionnelle et son homogénéité, pour avancer droit vers un cap fixé d'avance, au risque là de se couper d'une partie importante de la population. Ces derniers mois, on a vu cohabiter ces deux pôles, avec d'un côté une gestion unilatérale de la pandémie, de l'autre la Convention citoyenne pour le climat, plus ambitieux dispositif de participation citoyenne ayant vu le jour en France, le second étant en voie de se faire manger par le premier, comme si à la fin il ne pouvait en rester qu'un. Pourtant, si la science et la démocratie se trouvent parfois en tension, elles partagent le trait commun d'être deux activités qui se nourrissent de l'incertitude et du doute pour avancer. Toujours condamnées à être confrontées à l'échec et à l'erreur, car devant construire et améliorer en permanence des méthodes imparfaites, afin de parvenir à des buts qui ne pourront probablement jamais complètement être atteints. En somme, deux activités s'affirmant comme expérimentation collective de transformation du monde. Ulrich Beck écrivait que sans la société, la rationalité scientifique restait vide, et que sans la rationalité scientifique, la société restait aveugle. Les récents événements ont montré la vigueur de cette question, et il est probable que la suite de nos affaires ne puisse pas en faire l'économie. Une question qui commence sincèrement à dater, et qu'il serait peut-être judicieux de ne plus laisser de côté.